Nous avons le plaisir de recevoir ce soir M. Edoui Plenel. Alors je ferai une très brève présentation. 25 ans de journalisme au monde et Mediapart qui est très prochainement à son 15e anniversaire, ces jours-ci. Depuis jeudi dernier. Voilà, donc Mediapart qui est un organe de presse qui produit du journalisme d'investigation. Et le mot investigation prend ici tout son sens parce que chercher, enquêter, aller sur le terrain, quoi de plus important. Edoui Plenel a aussi publié de nombreux livres, parmi lesquels L'épreuve et la contre-épreuve de la Yougoslavie à l'Ukraine, je n'ai pas écorché le titre, c'est bien cela, qui montre ce parcours, les mécanismes de l'impérialisme russe et la gravité, la perversité de ce système. Vous avez vu l'autre jour que des techniques redoutables ont été déployées, développées en Syrie pour servir ensuite en Ukraine. Et puis bien sûr, il y a le contexte politique de ce mécanisme d'impérialisme dont on va parler beaucoup. Alors, il y a aussi un autre livre qu'on n'a pas exposé aujourd'hui, mais qui vient de sortir, Monsieur Plenel, qui est Face à l'extrême droite. Là, j'ai plus le titre. L'appel à la vigilance. Voilà, Face à l'extrême droite, l'appel à la vigilance, qui paraît à la découverte, je crois. Bien. Bonsoir et merci infiniment de votre accueil. Je suis très honoré d'être là. Je ne connaissais pas Médina, je ne connaissais pas votre travail que j'ai découvert à cette occasion. Et quand je dis que je suis très honoré, c'est que je vais essayer de dérouler un propos, mais ce que vous faites l'illustre formidablement bien, en actes et de façon très généreuse, très concrète, puisque, au fond, vous êtes une association qui tient à tous les bouts, de la Bosnie à la Tchétchénie, de la Tchétchénie à la Palestine jusqu'à l'Ukraine. Vous êtes au rendez-vous de cette phrase que j'ai mise en exergue de ce livre, de l'épreuve et la contre-épreuve, qui est une phrase d'une figure de mon pays d'enfance, qui est la Martinique, un philosophe, poète, penseur, Édouard Glissant, qui n'est plus de ce monde, et dont l'une des formules était « Agis en ton lieu, mais pense avec le monde ». Et c'est ce que vous faites avec Médina, et que je trouve formidable, et qui est sans aucun doute le levier de véritable lucidité dans l'époque qui est la nôtre. On ne peut pas penser ce qui nous arrive, penser les défis démocratiques, sociaux, écologiques qui sont les nôtres, sans penser avec le monde. Et la meilleure façon de penser avec le monde, c'est d'agir en se préoccupant du monde comme vous le faites. Je vous parle ici, non pas en tant que spécialiste. Vous avez projeté un film formidable sur la Syrie. Je ne suis pas spécialiste ni de la Syrie, ni de l'Ukraine, ni d'aucune de ces régions, même si l'imposture a l'air de fonctionner. Je suis simplement journaliste, responsable d'un journal. Et au fond, c'est depuis ce lieu que je vous parle, depuis ce travail collectif que nous faisons avec Mediapart, travail collectif qui nous amène, parce que c'est ça le défi du journalisme, à parfois penser contre nous-mêmes pour justement permettre à ceux et celles qui nous lisent de découvrir l'inédit. C'est le vrai défi du journalisme par rapport aux certitudes d'opinion, aux certitudes parfois très respectables, militantes, aux certitudes de conviction. Il y a un cadre là, vide. Les certitudes, elles nous donnent envie de faire rentrer les choses dans un cadre préconçu. Et c'est pour ça qu'il faut une presse libre et indépendante, rigoureuse, qui met au cœur du débat d'opinion des informations, de comprendre la réalité, de connaître la réalité, de donner du sens à la réalité. Et c'est bien le problème que nous avons sur les questions du monde, c'est que dans notre débat politique, dans notre débat public, très souvent, on rabat ce qui se passe au loin
autour de ce que l'on sait déjà, de nos propres sensibilités, de nos propres convictions. On l'a bien vu par rapport à l'indifférence, voire à l'aveuglement qu'il y a eu par rapport aux causes qui sont les vôtres, de soucis de l'humanité concrète, de l'aveuglement qu'il y a eu aussi bien pendant les guerres yougoslaves. On ne rajoute pas la guerre à la guerre, disait à l'époque François Mitterrand, de l'aveuglement persistant sur le sort de la Palestine, et justement de non-mobilisation autour des enjeux de droit international que cela pose depuis tant de décennies, de l'aveuglement sur ce qui a eu lieu en Ukraine depuis 2014, c'est-à-dire depuis 9 ans maintenant, avec des personnalités de tous bords, que je rappelle dans mon livre, qui ont épousé le point de vue de la puissance russe. Cela va de Nicolas Sarkozy à Jean-Pierre Chevènement, et cela passe évidemment de manière autrement compromettante et sonnante et trébuchante par l'extrême droite et Marine Le Pen. Sans compter, pour n'oublier personne, les positions du leader de la France insoumise sur ce sujet. Des personnes différentes, des personnes, dans le cadre, j'y reviendrai, de l'extrême droite, profondément imbriquées à l'idéologie du nouveau pouvoir russe, mais qui toutes, peu ou prou, ont accepté le point de vue de la propagande de Poutine, que la Crimée était forcément russe, que l'Ukraine n'était pas une nation, que c'était une nation en devenir, qu'il y avait non pas des séparatistes, mais des rattachistes, donc qui étaient légitimes à l'est de l'Ukraine, et ainsi de suite. Et donc, ce que je vais essayer de dérouler devant vous, c'est cette question de comment on fait face à l'inédit, comment on regarde l'inédit, même s'il est effroyable et même s'il pose toutes sortes de questions abyssales. Je dis ça parce que il y a quelqu'un que j'ai bien connu et qui va sur ses 102 ans, qui est Edgar Morin, qui a fait un livre récemment, il en annonce un nouveau, qui s'appelle « De guerre en guerre », et où Edgar Morin, en fait un livre qui est aujourd'hui pain béni, aussi bien pour les poutinistes et les complotistes, sur le thème, au fond, voilà, c'est un engrenage terrifiant, ce qui se passe, avec des jeux de puissance. Il y a bien sûr le jeu de la puissance russe, mais il y a la puissance américaine. Et donc cet engrenage est terrible, et dans une posture, pourrait-on dire, à la Romain Rolland, hein, le Romain Rolland d'au-dessus de la mêlée, au moment de 14-18, Edgar Morin, au fond, fait un appel à la paix, fait un appel qu'on peut tout à fait entendre, et qui vaut mieux que la critique qu'a fait de son livre le journal Le Monde, qui lui a dit, au fond, que la vieillesse était un naufrage parce qu'il y avait 2-3 erreurs dans son propos factuel. Et il faut prendre au sérieux ce livre qui dit, au fond, la guerre est une catastrophe, il n'y a pas de bonne guerre. Hein. Ce sont toujours les populations civiles qui en sont les premières victimes, les sociétés elles-mêmes. Et donc, Edgar Morin lance cet appel. Et il lance cet appel, et c'est là l'étonnant, et c'est là où le journalisme est utile. Je dis ça d'autant plus que quand j'étais au Monde, j'éditais les articles et les tribunes d'Edgar Morin au moment de la crise yougoslave. Ce qui est étonnant, c'est que ce penseur de la complexité, qui fut aussi le penseur de l'événement, Edgar Morin a théorisé ça, l'idée qu'il faut savoir prendre l'événement comme l'inédit, comme l'inattendu, l'imprévu, n'arrive pas à voir l'inattendu et l'imprévu que nous avons sous nos yeux. Son livre, c'est au fond la répétition du même. Hein. De guerre en guerre, eh bien, les guerres sont des catastrophes, et là, il y a à nouveau un engrenage guerrier avec toutes sortes d'intérêts qui vont nous emmener dans une catastrophe. Mais comprendre et regarder en face la nouveauté, il ne s'y arrête pas au point de trouver des excuses et des raisons rationnelles
à la puissance russe. Au-delà de ça, et toujours en introduction, le livre que j'ai fait, qui reprend un essai d'interpellation de Régis Debray au moment des guerres yougoslaves, qui s'appelait L'épreuve, et qui le vérifie à l'épreuve de l'Ukraine, et ça c'est l'autre livre qui est en première partie, qui s'appelle La contre-épreuve, il y a à tout cela s'ajoute ce que j'ai appelé le campisme. C'est-à-dire, justement, comme le cadre qui est là, ce fait de tout de suite mettre la réalité dans un camp qui est forcément le camp du bien, le camp du juste, le camp de la juste cause, qui est une longue tradition à gauche, mais qui a son autre version. Il y a aussi un campisme, évidemment, pro-américain, un campisme atlantiste, un campisme qui se mobilisera dans la foulée d'une intervention américaine et qui ne regardera pas les dégâts qu'ont pu faire ailleurs les États-Unis. Donc mon propos, c'est de nous inviter à tenir tous les bouts, comme vous le faites, et à regarder avec lucidité la nouveauté et l'inédit. En 4 points, un nouvel impérialisme d'abord, un nouveau fascisme ensuite, un nouveau piège pour continuer, et pour terminer, la nécessité d'un nouvel internationalisme pour y faire face. Un nouvel impérialisme. Le 24 février, c'est cette réalité-là que nous avons sous les yeux. L'intervention contre l'Ukraine n'a aucune rationalité du côté de l'OTAN, des bases de l'OTAN ou des agissements des États-Unis d'Amérique qui étaient totalement focalisés sur le Pacifique, sur la Chine, sur la rivalité avec la puissance chinoise. L'intervention contre l'Ukraine est une intervention contre les droits des peuples à disposer eux-mêmes de leur destin, à s'autodéterminer. C'est une intervention impérialiste pour mettre fin à une dynamique autonome de la nation ukrainienne. Laquelle nation ukrainienne s'est ébranlée dans sa diversité. Dieu sait si elle est plurielle dans son histoire, avec une extrême droite, mais aussi des gauches sociales, syndicales, et surtout une dynamique qui s'est créée à partir de 2014 et de l'Euromaïdan. Pourquoi se tourner vers l'Europe? Pas par logique géopolitique de puissance, mais par quête d'un idéal démocratique, d'une société qui se met en mouvement pour s'inventer elle-même, comme on l'a vu dans la diversité de ce qui s'est construit depuis 9 ans. Le fait que, je dis un nouvel impérialisme, c'est totalement assumé dans la façon dont Vladimir Poutine, dans des textes, pas seulement les discours, mais dans des textes qu'il a publiés dans les 2 années qui ont précédé le déclenchement de l'invasion, a théorisé son intervention. Comme le dit avec humour la chercheuse Anna Colin-Lebedev, qui est née soviétique, qui a grandi en Ukraine et qui est française, Anna Colin-Lebedev, qui a fait un très bon livre sur l'Ukraine, dit en fait, il y a un effet secondaire de la pandémie et du Covid, c'est que Poutine s'est mis à lire. Et en fait, oui, il faut prendre au sérieux ces très longs textes et qui mettent sur une longue durée ce qui se passe et qu'on a sous les yeux. Poutine revisite et les débats de 1922 au sein du nouveau pouvoir soviétique qui ont amené à la création, à la fin de l'année 1922, de l'Union, de l'URSS, de l'Union soviétique. Ce qui fait que je suis de ceux qui pensent, comme cette intervention mûrissait depuis longtemps, que Poutine, dans son rêve d'une intervention rapide à l'Afghane, comme en 1979, prendre le pouvoir, tuer le président et prendre sous contrôle le pays, ce qu'ils ont tenté, hein, ils ont cru qu'ils auraient une intervention éclair, Poutine, dans son timing, avait le rêve de terminer le centenaire de la création de l'Union soviétique par la démonstration « j'ai recréé l'Union soviétique »
qui a été dissoute en 91 et c'était la pire catastrophe qui nous soit arrivée, ce qu'il a dit dans d'autres discours. Donc il revisite l'année 1922. Donc l'année 1922, avant que Lénine soit totalement malade et totalement absent, est l'année de l'ultime sursaut, ce que Moshe Levin, un historien totalement original de l'Union soviétique, a appelé le dernier combat de Lénine. Lénine, soudain, se rend compte que dans la brutalité avant-gardiste du pouvoir soviétique et de la brutalité de la guerre civile, tout d'un coup, il s'alarme sur celui à qui il a quand même confié les grands pouvoirs de contrôle du parti État qui est Staline. Il s'inquiète de la puissance acquise par Staline, de son côté bureaucratique, mais cette inquiétude se traduit dans leur débat public sur un débat sur la question nationale. C'est plein d'ironie puisque Lénine avait fait de Staline un spécialiste, soi-disant, de la question nationale. Et la question nationale, c'est la suivante, c'est que la génération que va exterminer Staline, la génération des bolcheviks et des créateurs de l'Union soviétique, cette génération révolutionnaire, qui est une génération internationaliste, qui est une génération cosmopolite, parlant les langues, ayant vécu à l'étranger, en exil, ce qui n'était pas le cas de Staline, est une génération qui s'est construite contre le pouvoir impérial tsariste, vue comme la prison des peuples. C'était la formule dans tous les débats des gauches, et notamment des gauches marxisantes au XIXe siècle et au début du XXe siècle, qui voyaient le tsarisme, auquel à l'époque la Troisième République était alliée, l'Empire russe, voyait le tsarisme comme vraiment le verrou du conservatisme en Europe, et y compris de la corruption des élites européennes. Il y a toutes sortes de textes de Karl Marx et d'Engels qui sont très, au point que certains les ont accusés de russophobie, qui disent au fond, tant qu'il y aura cet empire russe, on ne pourra pas faire aboutir le camp de l'émancipation en Europe. Donc cette génération fondatrice, quelles que soient les erreurs qu'elle ait pu faire par ailleurs, est profondément internationaliste et profondément anti-grand russe, hein, la logique impériale, anti-coloniale. D'ailleurs, l'événement fondateur qu'ils feront, il faut toujours le rappeler, c'est le congrès de Bakou qui va donner en 1920 le feu vert aux causes anticoloniales, aux causes qui permettront qu'il y ait, à travers des partis communistes, des causes d'indépendance nationale qui se créeront. C'est le cas du Vietnam, c'est le cas de la Chine, et ainsi de suite, de par le monde. Et donc, ils sont pour le droit à l'autodétermination des peuples. Ils ne confondent pas le nationalisme d'une puissance dominante, d'une puissance conquérante, d'une puissance colonialiste, impérialiste, et le nationalisme de peuples qui veulent s'en libérer. Même si ces nationalismes peuvent aussi finir par créer des pouvoirs oppresseurs. Mais ils ne les mettent pas à équivalence. Ils pensent qu'on a le droit de s'autodéterminer d'un pouvoir, d'une puissance qui vous domine. Et donc le conflit, il est là-dessus. Le conflit, il est là-dessus sur le droit à l'autodétermination des peuples. Et la position prise par Staline est une position grand russe. Le géorgien, puisqu'il est géorgien, prend une position grand russe avec le zèle du converti de domination vis-à-vis des autres peuples, des autres cultures, des autres nations. Par rapport à ce qui a été les activités de votre association, la Tchétchénie, y compris dans la littérature, dans les essais sur la Russie de Karl Marx, aura été un exemple de cela, où ces peuples du Caucase étant pour lui des peuples de la résistance à l'Empire russe. Et donc, en 1922, la création de l'Union soviétique est marquée par ce conflit sur le droit à l'autodétermination des peuples de l'Union. Ce qui se passera à la fin de l'Union soviétique, ce qui fera qu'il y aura des républiques autonomes qui se créeront. Et Poutine dit, en fait, c'est Staline qui avait raison contre Lénine. C'est Staline qui avait raison, qui
qu'on ne puisse pas démembrer cet empire, que ce ne soit pas possible. Même si, il le dit en même temps, de manière très cynique, il dit en même temps, Staline va perdre sur le papier la constitution de l'Union soviétique, mais en revanche, il va gagner dans les faits, parce qu'il va gagner sur la conception de l'État, sur la conception autoritaire de l'État, donc qu'il défend, Poutine. Hein, l'homme qui a détruit l'ensemble, assassiné non seulement tous les massacres qu'on connaît, l'Holodomor, la famine en Ukraine, le goulag, les procès de Moscou, la torture et tout ce qui a été pratiqué par le totalitarisme dans ce contexte. Mais en même temps, il dit, finalement, oui, il a gagné sur l'État. C'est-à-dire que c'est sa conception verticale et autoritaire de l'État qu'il a emporté. Alors ce point est important, puisqu'en fait, quand je dis qu'on a une nouveauté à regarder, la nouveauté qui doit dessiller les regards de celles et ceux qui, par un peu atavisme, disent Russie derrière l'Union soviétique, donc c'est forcément une histoire qui a à voir avec les idéaux de gauche, ou les idéaux sociaux, les idéaux d'émancipation. Bien, la vérité, c'est que l'Union soviétique s'est comportée comme un empire. Elle s'est comportée comme un empire colonial. De fait, on retrouve, quelle que soit toujours précaution des erreurs et des critiques qu'on peut lui faire, dans les textes de celui qui sera la figure de l'opposition de gauche au stalinisme, de Trotsky, dans les années 30, où il sera d'une grande lucidité, grande lucidité sur la montée du nazisme, grande lucidité sur la possibilité du génocide des Juifs. Et il y a un texte de Trotsky sur l'Ukraine qui est tout à fait prophétique, lequel Trotsky était ukrainien. Il est né en Ukraine, il a fait ses études à Odessa, de famille juive, et devenu dans cet exil totalement cosmopolite et internationaliste. Et ce texte, il parle justement de la nation ukrainienne comme une nation, comme une véritable nation, avec son histoire, avec sa culture, et comme le laboratoire. Il écrit ça quelques années après la grande famine du début des années 30, le laboratoire de cette violence grand-russe qui s'est recyclée sous l'URSS. Mais on peut continuer. Les démocraties populaires, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et à l'abri d'un grand sacrifice du peuple russe et de la victoire contre le nazisme, c'est l'annexion de pays dans le cadre d'un empire colonial. C'est le démembrement des usines, c'est le déplacement des richesses, c'est l'exploitation de ces pays au profit de l'empire central dans une vision grand-russe. De fait, on le sait, quand on regarde, par exemple, les procès de Moscou qui se répètent, le fameux qui a donné lieu au témoignage d'Arthur London et du film dont vous vous souvenez sans doute de Costa Gavras, L'aveu, eh bien, ces procès, c'était en 1952, ces procès sont des procès faits pour tuer dans l'œuf toute possibilité d'autonomie de ces républiques socialistes, en mettant à l'écart, en liquidant la génération, et là à nouveau c'est la génération des anciens combattants de la guerre d'Espagne, la génération internationaliste, souvent des figures juives du communisme qui sont avec un antisémitisme, voyant à travers cet antisémitisme une façon de désigner au fond la haine du monde, la haine de la curiosité pour le monde, la haine de la diversité. Mais on pourrait dire la même chose de la Hongrie en 1956, on pourrait dire la même chose de la Tchécoslovaquie en 1968, et on pourrait dire la même chose évidemment de ce qui sera quand même, ne l'oublions jamais, le début d'une catastrophe dont nous payons toujours le prix, de l'Afghanistan en 1979. Parce que l'Afghanistan, certes, il y a toutes les bêtises américaines dans la foulée, mais il y a d'abord l'intervention soviétique avec le même regard impérialiste, genre nous avons les bonnes valeurs, nous allons apporter le bien, nous allons apporter la culture, nous allons apporter les principes, et on sait tous que quand on veut apporter des valeurs et des principes par la guerre, par l'invasion et par la domination à des peuples, ça tourne toujours très mal.
Et l'Afghanistan, ben, vous connaissez la suite, l'Union soviétique va trébucher dans cette histoire, mais ce sera aussi le laboratoire de la suite de Al-Qaïda, dans l'impéritie américaine et le cynisme américain de la radicalisation d'un islam politique qui se retournera contre son premier bienfaiteur américain et avec une base qui est l'Arabie saoudite. Et on pourrait continuer en montrant que la carrière de Poutine dans sa prise de contrôle de la Russie après Eltsine commence par ce qui fut un des terrains d'action de votre association, la Tchétchénie, la seconde guerre de Tchétchénie, la brutalisation de la société par la guerre. On sait aujourd'hui, et c'est documenté, que cette seconde guerre, qui a été terrible, qui a été une guerre d'extermination, a été aussi une guerre manipulée, provoquée. Il est documenté aujourd'hui que les terribles attentats attribués à des forces donc séparatistes, car toujours ce mot séparatisme qui est hélas rentré dans nos débats français est un mot qui est utilisé dans ces contextes pour justifier le fait de diaboliser d'autres, eh bien ces attentats ont été manœuvrés, manipulés par le FSB, d'où venait, en tant qu'ancien officier du KGB, Poutine. Et il y aura l'épisode géorgien, et il y aura, à partir de 2014, l'Ukraine, avec le Donbass et les autres régions à côté, et la Crimée. Mais il y aura surtout la Syrie. Et c'est là où la question de l'indifférence, et notamment l'indifférence de nos gouvernants, de nos médias, est dramatique. Aujourd'hui, si nous avions été moins indifférents à l'autre, plus hospitaliers, plus mobilisés par rapport à ce qui se passait au cœur, au fond, de l'acmé des révolutions dites arabes, des révolutions qui ont commencé en Tunisie et qui ont enflammé l'ensemble du pourtour méditerranéen, mais jusqu'au Yémen, qui étaient des révolutions populaires, démocratiques, dans la diversité des peuples, qui disaient des mots de justice, d'égalité, de droit que nous connaissons, et qui politisaient avec toute une jeunesse, avec des gens venus de différents horizons, certains religieux, certains laïcs, nous le savons tous. Et là, au cœur de la Syrie, face à un des régimes les pires de la région, c'est un des paradoxes de l'histoire de cette région, c'est que les deux régimes les pires pour leur peuple sont les régimes qui nous ressemblent le plus. Oui, les deux régimes issus du nationalisme arabe baassiste laïque sont les régimes irakiens et syriens. Et ce sont les régimes qui ont été les plus terrifiants à l'égard de leur peuple. D'ailleurs, vous le voyez à un indice, n'oubliez jamais, qui est, et ça n'excuse rien, j'en parlerai tout à l'heure, des mollahs iraniens, mais vous entendez parler, par exemple, d'un cinéma iranien, encore aujourd'hui, et y compris avec des cinéastes qui sont emprisonnés. Dans le cas de la Syrie des Assad, dans le cas de l'Irak de Saddam Hussein, ce sont des régimes qui ont détruit leur peuple en profondeur. Ce sont des régimes de barbarie, comme le disait Michel Seurat, qui probablement, dont l'analyse lui coûtera la vie, ce chercheur qui avait travaillé sur la répression d'une émeute plutôt animée par les frères musulmans, enfin d'un soulèvement plutôt animé par les frères musulmans au début des années 80 en Syrie. Des régimes de barbarie, des régimes qui survivent en fait au point de martyriser leur peuple, c'est-à-dire pas seulement de le réprimer, de le martyriser en profondeur. Ce qui donnera, vous avez vu ce livre noir qui est sorti cet automne sur la Syrie et qui est titré « Syrie, le pays brûlé ». C'était le mot d'ordre des milices d'Assad. Assad, ou on brûle le pays. Assad, ou on brûle le pays. Et ils ont brûlé le pays. Et donc j'en viens à notre indifférence. Si nous avions accueilli beaucoup plus de Syriens, si nous avions été moins dans ces œillères, le cadre, le campisme, l'idée qu'il y a toujours des jeux de puissance, que tout ça s'expliquerait par le pétrole, etc.,
avec des analyses géopolitiques de Diafoirus qui ne tiennent pas compte de la réalité, eh bien nous aurions mieux compris l'alerte. Parce que 2015, c'est le début où le nouveau pouvoir russe de Poutine sort de son ère, entre guillemets, culturelle, et rentre dans une logique d'intervention, bien au-delà, en venant au secours de la dictature d'Hafez el-Assad. Quand on regarde Mariupol, quand on regarde la façon dont a été détruite cette ville, quand on regarde la façon de cibler des hôpitaux, de cibler des écoles, voire même de faire cette chose perverse de dire vous pouvez sortir, il y a une trêve, et quand les gens se réfugient dans un endroit, eh bien de cibler cet endroit, eh bien toute personne qui connaît la tragédie syrienne sait que c'est ce qui a été pratiqué en Syrie. Et quand on voit Mariupol, on voit Alep, en fait, quand on est syrien. Alors, c'est très important de remettre cette perspective parce que c'est là où on peut comprendre quelque chose. Et je dis ça par rapport à la diversité de vos convictions et de vos chemins. Essayons de comprendre comment, je laisse tomber l'extrême droite française, je vais y revenir sur l'idéologie de Poutine, les 5 voyages de Marine Le Pen, le financement par le régime russe du Rassemblement national. Je laisse tomber Nicolas Sarkozy, même s'il faut que vous soyez abonné à Mediapart pour savoir que quand Nicolas Sarkozy va en 2018 dire le plus grand bien de Poutine, eh bien au même moment, il touche via 2 versements, via des banques des Émirats, 300 000 € de banques russes, de l'oligarchie de Poutine, ce qui pose un vrai problème sur la qualité de notre information dans notre pays et le comportement de nos dirigeants qui reçoivent toujours, de notre président actuel, qui reçoit toujours Nicolas Sarkozy comme un conseiller avisé, alors que dans n'importe quel pays, ben, ça ferait les headlines, un ancien président qui reçoit 300 000 € pour venir défendre le point de vue de Poutine en 2018, dire que c'est un très grand monsieur, etc. Bon, voilà, c'est quand même... Ça n'a pas été contesté, on n'a pas reçu de plainte, pas reçu de droit de réponse, pas reçu, etc. Donc si vous n'êtes pas abonné, je le dis au passage, en forme de la caricature, profitez, cette semaine c'est l'offre des 15 ans, c'est 1 € pour 15 ans. 1 € pour 15 ans, donc c'est cadeau. Et 1 € pour 15 ans, et vous pouvez offrir autant d'articles que vous voulez, à autant d'amis que vous voulez, donc profitez-en. Et ceux qui sont abonnés, ils sont remboursés. Non, mais à chaque fois, il y a eu des offres spéciales. Et d'ailleurs, je vous promets que si on arrive là on est à 210 000, mais si on arrive 215 000, mais si on arrive aux 500 000 abonnés, ben on fera 1 € pour 15 ans. Voilà, puis on mettra tout le monde à niveau, parce que le but c'est d'être indépendant, mais c'est pas d'enrichir qui que ce soit. Voilà. Alors, j'en reviens plus sérieusement à essayer de comprendre. Mon livre commence donc par rappeler tout ça. Il faut essayer de comprendre pourquoi, pour le dire tout net, dans son livre qui est de 2016, Jean-Pierre Chevènement sur les défis du monde, Jean-Pierre Chevènement défend totalement les positions de Poutine. Je rappelle que Jean-Pierre Chevènement a été, comme M. Raffarin sur la Chine, a été pendant 10 ans, jusqu'au début de l'année dernière, l'ambassadeur spécial pour la Russie, nommé par François Hollande et gardé et toujours écouté par l'actuel président. Et donc, dans son livre, il défend totalement les positions géopolitiques de Poutine. Pour continuer, Jean-Luc Mélenchon, et les citations pourraient être abondantes, a lui aussi, que ce soit sur la Syrie ou que ce soit sur l'Ukraine, évoqué les mêmes positions. J'essaye de comprendre, pas de faire des procès d'intention. Et je pense que la logique, qui n'est pas seulement l'histoire d'un campisme, même s'il joue cela aussi, c'est-à-dire une sorte d'anti-américanisme primaire, c'est-à-dire la puissance américaine peut faire des gros dégâts, évidemment, mais l'anti-américanisme primaire, c'est autre chose, c'est une façon un peu automatique de considérer que la puissance américaine est en soi un mal. La puissance américaine, c'est toute la complexité de ses contradictions, c'est aussi une puissance adossée à une culture démocratique qui peut faire des catastrophes, y compris jusqu'à la torture, mais qui peut être documentée par son Congrès, mais qui peut avoir une presse qui investigue et qui est autrement dynamique, et qui peut avoir aussi une société civile qui bouge. Non, ce n'est pas
Ce n'est pas un pouvoir dictatorial, et ce n'est pas qu'une culture de puissance. Il y a une histoire du mouvement ouvrier américain, une histoire du libéralisme politique américain, et pas seulement du néolibéralisme économique. Je dis ça parce qu'on oublie très souvent que l'anti-américanisme pavlovien est dans l'histoire des idées, ne vient pas de la gauche, il vient de l'extrême droite jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. C'était le point dominant puisque les États-Unis étaient vus comme le lieu du melting pot, comme le pays avec des guillemets des nègres, comme le pays où on envoyait la lie de la terre par les migrations, comme le pays du métissage, du mélange. Et donc, il y a toute une littérature, il y a eu un très bon livre qui s'appelle L'ennemi américain, qui rappelle comment c'est au socle des pensées intellectuelles et idéologiques d'extrême droite dans leur focalisation sur l'identité à racine unique, sur l'identité racinée, pure, et dans leur refus, leur peur de tout ce qui est mélange, métissage, etc. C'est l'après-Deuxième Guerre mondiale et le poids de l'Union soviétique et de la guerre froide qui a créé une sorte de réflexe qui est ce réflexe campiste très présent culturellement à gauche, au mépris des contradictions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des catastrophes faites par la puissance américaine, et je suis le premier à les voir et à les documenter. Mais j'en reviens à Jean-Pierre Chevènement et Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que la clé, et qui rejoint vraiment tout ce que vous faites, c'est de ne voir le monde qu'à travers les États, que dans des logiques de puissance, et de ne pas voir les peuples, de ne pas voir que les peuples peuvent inventer eux-mêmes leur futur. Bien sûr qu'en Syrie, il peut y avoir derrière, et en l'occurrence, ce n'était pas vrai, des jeux de puissance jusqu'à l'intervention russe, puisque globalement, les puissances occidentales ont décidé de se retirer, de ne pas bouger, de ne pas agir. Mais il y a des peuples qui bougent. Il y a des peuples qui s'inventent, qui font leurs mouvements, comme dans les Irak qui ont existé en Afrique du Nord. De la même manière, l'Euro-Maïdan, bien sûr qu'il peut y avoir aujourd'hui, dans la guerre et ce qui se passe en Ukraine, évidemment qu'il y a une sorte de prophétie autoréalisatrice que crée l'invasion par la Russie. Évidemment que la tourelle américaine qui regardait comme une tourelle de char de manière obsessionnelle le Pacifique, eh bien, elle se déplace à la manière systémique américaine, et elle se déplace et elle regarde l'Europe, et du coup, elle va multiplier des bases de l'OTAN, elle va agir dans ce contexte. Donc la prophétie autoréalisatrice de Poutine, c'est qu'il crée quelque part ce qu'il prétendait combattre, mais qui n'était pas l'enjeu. L'enjeu, c'était des peuples qui inventaient leur chemin. Et je dis ça parce que, y compris pour ma génération, quand je dis tenir tous les bouts, moi je suis d'une génération qui était soucieuse, comme vous l'êtes, du tiers-monde, des pays qui se soulevaient dans les années 60, 70. Mais quand en 68, je vois que le régime cubain, un an après la mort de Che Guevara, soutient l'invasion de la Tchécoslovaquie par les armées du pacte de Varsovie, là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la logique de puissance, de la logique d'État, et que la suite, dans le cadre de la société cubaine et dans le cadre du pouvoir castriste, va montrer. Donc, voilà ce que je voulais souligner en premier, c'est-à-dire que c'est de mettre en perspective ce nouvel impérialisme, qui n'est pas si nouveau que ça, mais qui, se remettant en mouvement après la fin de l'Union soviétique, est aujourd'hui la nouveauté de cette histoire. Et la nouveauté, c'est mon deuxième point, c'est qu'elle n'est pas simplement un impérialisme de domination et de conquête de territoire, de conquête de peuple, c'est qu'elle a une dimension idéologique. Je reprends souvent cette formule de Antonio Gramsci qui dit la crise, et Dieu sait si nous allons de crise en crise, voire une crise de civilisation, une crise du vivant et de la survie du vivant avec le défi écologique.
la crise, disait Gramsci, c'est quand il y a un vieux monde qui est en train de mourir, mais qui ne veut pas mourir, qui s'accroche et qui devient méchant parce qu'il ne veut pas perdre ses privilèges, ses avantages. Et on l'a sous toutes les latitudes. Et puis il y a un nouveau monde, on le voit bien, il est là, il n'arrête pas, d'ailleurs tous les soulèvements réguliers un peu partout nous le montrent, qui est là, mais c'est des petites pousses qui n'ont pas encore trouvé leur traduction politique. La phrase importante de Gramsci, c'est dans cet intervalle surgissent les phénomènes morbides les plus variés, ce qu'une traduction plus littéraire dit, résume, dans ce clair-obscur surgissent des monstres. Ce que nous avons sous les yeux avec le régime de Poutine, c'est une nouvelle monstruosité politique. Je vais le résumer, mais nous le détaillons, et seuls vraiment les aveugles volontaires ne veulent pas le voir. C'est un régime dont l'idéologie est une idéologie identitaire, est une idéologie inégalitaire, est une idéologie de la hiérarchie des humanités. Quand vous allez sur, compris de manière très simple, parce que ce sont des vidéos en accès libre, ce sont souvent des gens très polyglottes, passés, ils ne sont pas tous forcément au KGB ou au FSB, mais passés par l'école des langues étrangères de Moscou, comme M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères indéboulonnable, qui vient de la période soviétique, hein, qui est un diplomate de cette histoire. Eh bien, vous regardez les vidéos d'Alexandre Douguine, celui qui a échappé à un attentat. C'est sa fille qui a été tuée, qui elle-même parlait très bien français, était très proche de Marion Maréchal Le Pen et de tous les identitaires de l'extrême droite française. Alexandre Douguine, c'est pas lui qui influence Poutine, mais il est dans le paysage et il est un propagandiste. Vous trouverez des vidéos à des congrès avec toutes sortes de représentants de l'Église orthodoxe, etc. Douguine n'est pas n'importe qui. Douguine, en 92, un an après la chute de la fin de l'Union soviétique, il est l'organisateur à Moscou d'un congrès des nouvelles droites européennes où Alain de Benoît, la figure des laboratoires idéologiques, intellectuels de l'extrême droite française, de ceux qui sont du côté de la nostalgie de la révolution conservatrice qui a accompagné le Troisième Reich, ce qu'on a appelé les nationaux bolcheviques, ceux qui étaient dans une vision très de radicalité idéologique et intellectuelle et parfois de posture esthétique dans le cadre du nazisme. Alain de Benoît est à Moscou en 92, célébré par Poutine comme le fédérateur de ces nouvelles droites. D'ailleurs, il revient de Moscou et il dit, comme nous l'avions dit, et c'est une phrase très codée, comme tout ce que fait la nouvelle droite dans ces clubs où il y a des symboles cachés qui parlent à ces personnes qui sont d'une histoire vaincue depuis 1945 mais qui veulent revenir. Il dit, mais comme nous l'avons toujours dit, la lumière viendra de l'Est. La lumière viendra de l'Est. Et Alexandre Douguine crée en 92 à Moscou, il est un des cofondateurs du Parti national bolchevique, avec un ancien dissident russe, Édouard Limonov, qui est mort depuis, qui était une figure de la scène littéraire française et après de la scène littéraire russe, qui collaborait à ce qui fut un des laboratoires de ce moment rouge-brun, c'était l'Idiot international de Jean Edernalier, et il allait faire le coup de feu, où ça, eh bien, avec les Tchétniks, au moment des guerres yougoslaves, et il publiait des articles disant « C'est ici que la Troisième Guerre mondiale commence, la guerre contre l'islam ». C'est tout ça, c'est dans mon autre livre, le second livre, dans l'appel à la vigilance. Bon, mais, et donc, je rappelle ça pour dire que vous avez là les mots qui sont employés aussi bien par Douguine, mais par Poutine lui-même, un Occident collectif, dit-il. Un Occident collectif, j'y reviendrai sur le piège que ça désigne, un Occident collectif qu'il dit satanique. Il emploie ce mot. Alors, Douguine dit c'est une croisade du bien contre le mal, avec Holy Russia, la Sainte Russie qui va mener cela, et au nom d'une logique identitaire qui est de dire cet Occident est le lieu de la décadence,
est le lieu de la fin des traditions. C'est tout leur discours. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils mettent en exergue dans cela eh bien, le mariage pour tous. C'est-à-dire, nous sommes les sociétés qui sont en train, au fond, de mettre fin d'elles-mêmes au genre humain en permettant cette décadence du mariage entre personnes du même sexe, et c'est dans la propagande de Poutine, de permettre la pédophilie, de permettre... Voilà, nous sommes ce monde de la décadence, et donc nous allons être les sauveurs de la tradition. Nous allons être les sauveurs de la tradition face à cette décadence. Alors, ce qui est important dans cela, c'est de bien voir que, et en ce sens, les rapports avec les extrêmes droites, qu'elles soient politiques, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient activistes, qu'elles soient gouvernementales, et quelles que soient les positions d'apparence prises depuis l'invasion, c'est-à-dire de condamnation aussi bien par Marine Le Pen que par Meloni, l'actuelle première ministre en Italie, qui a dû même remettre à sa place Berlusconi, qui lui épouse le point de vue de Poutine sans aucun problème. Ce qu'il y a derrière, ce sont des pouvoirs qui ont au cœur d'eux-mêmes le ressort profond de ce qu'est l'extrême droite, qu'il ne faut pas limiter historiquement au visage que lui ont donné le fascisme italien ou le nazisme allemand. Donc qu'il faut prendre à leur point de départ. Et leur point de départ, eh bien, c'est le refus de l'égalité des droits. L'histoire de l'extrême droite, sous tous ses visages, c'est le refus de l'égalité des droits. La proclamation de 1789, prolongée en 1948 avec la Déclaration universelle, dont vous le savez, un Français est l'auteur, René Cassin, les êtres humains, non pas les hommes, les êtres humains, naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. Et quand Cassin écrit ça, il écrit ça en disant « La catastrophe qu'on a eue sous les yeux nous montre bien qu'on ne peut pas faire confiance aux États, aux nations. Ils peuvent, aussi cultivés, civilisés soient-ils, ils peuvent créer des catastrophes. Donc il faut des droits humains fondamentaux. Il faut quelque chose qui s'impose aux États. » Ce dont est porteur le néofascisme poutinien, c'est au fond cette idée qu'il n'y a plus de droit fondamental. Ce n'est pas seulement la violation du droit international, c'est qu'il n'y a plus de droits fondamentaux qui s'imposent aux nations et aux États. C'est là toute la différence. Bien sûr, et je vais y revenir, que les États-Unis d'Amérique ont violé le droit international, ou laissent par exemple l'État d'Israël violer le droit international. Bien sûr que les États-Unis d'Amérique, comme l'État d'Israël, n'ont pas adhéré à la Cour pénale internationale pour ne pas être poursuivis comme ils devraient l'être poursuivis pour l'invasion de l'Irak, comme M. Cheney, M. Bush et d'autres devraient l'être pour la torture, pour les prisons secrètes, pour Guantanamo. Tout ça devrait exister. C'est pour ça qu'on a dû faire des tribunaux spéciaux pour la Yougoslavie ou sur le Rwanda. La CPI n'est pas un cadre unanime parce qu'ils ont peur que ça leur retombe dessus et d'où ils ne l'acceptent et ils ne l'utilisent qu'à bon escient, de leur point de vue en termes de rapport de force, comme ça vient d'être fait à juste titre sur les déportations d'enfants qui est un acte de la CPI qui a des conséquences politiques évidentes puisqu'il dit au fond cet homme, M. Poutine lui-même, accompagne un crime contre l'humanité, donc dans ce cas-là il n'est pas fréquentable, on ne peut pas négocier avec un criminel contre l'humanité. Mais il y a une différence entre des États qui ne respectent pas le droit international tout en le proclamant et des États qui le nient idéologiquement, qui idéologiquement considèrent que ça ne vaut plus. Et de ce point de vue, dans le livre qui est un prolongement finalement en écho à la situation française et au poids de l'extrême droite en France, l'appel à la vigilance, cette question de logique identitaire, où au fond il y a un peuple, Volk disait les théories nationalistes qui ont produit le nazisme, qui est renvoyé à une identité dominante,
à laquelle les autres minoritaires doivent se soumettre. Et s'ils ne se soumettent pas, s'ils ne s'assimilent pas, s'ils n'acceptent pas cette logique dominante, eh bien, il faudra les expulser ou il faudra voire pire, les exterminer, puisque c'est au fond ce qu'appelle ce discours. Eh bien, cette logique-là, elle a toutes sortes de visages aujourd'hui. Et le marqueur que je vous soumettais de l'homophobie qui est présente dans le discours dominant de Poutine aujourd'hui, des décrets-lois, puisque ce ne sont pas des lois, c'est imposé comme Vichy imposait des fausses lois, l'État français, c'est-à-dire c'est le pouvoir qui impose, viennent d'imposer, de sanctionner pour des peines de prison la propagande homosexuelle. Et quand Poutine a tenu un discours pour la première année de l'invasion, au même moment, le président iranien tenait un discours dénonçant les homosexuels. Et au même moment arrivait au pouvoir avec Netanyahou une extrême droite israélienne qui est explicitement homophobe. Pas seulement raciste vis-à-vis des Arabes et des Palestiniens, mais explicitement homophobe. Donc c'est un marqueur, hein, le sort que l'on fait aux minorités. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il y a, et c'est notre époque, c'est pour ça qu'il y a un vrai défi que nous met sous les yeux cette guerre durable et qui est tout près de nous, comme les autres guerres auxquelles vous êtes intéressés, vous vous êtes préoccupés, mais auxquels notre débat public et nos dirigeants politiques se sont trop peu préoccupés, devenant très franco-français. Il y a un livre qui est la théorisation de tout ça, qui est la Bible des néoconservateurs américains, suprémacistes blancs, trumpistes, etc. La Bible des brexiteurs conservateurs britanniques, qui a été traduit en français en 2018, qui est préfacée par une figure de l'extrême droite française, une sorte de publiciste de l'extrême droite française, un avocat, Gilles William Golnadel. Ce livre est d'un penseur israélien, s'appelle Yoram Hazony, ça s'appelle « Les vertus du nationalisme ». Et ce livre est la théorisation très froide, très argumentée, en réhabilitant un penseur très oublié, sauf des spécialistes, qui est Joachim Herder, qui était le pape, le fondateur du romantisme allemand à la fin du XVIIIe siècle, mais qui a surtout été le théoricien des nationalismes qui se sont emparés de toute l'Europe au XIXe siècle, nationalistes dont nous savons qu'au bout du compte, nous, d'expérience vécue, ils ont provoqué la catastrophe française dans leur exacerbation. Et Joachim Herder, c'est le théoricien du fait que, eh bien, il n'y a qu'une chose qui vaut, c'est l'intérêt de mon peuple. Ce que dira très banalement Hitler, parce que la suite, c'est-à-dire le génocide, le crime contre l'humanité, nous fait oublier ce qui a été banalisé, ce qui a conquis, ce qui a dominé idéologiquement un peuple civilisé à partir de 1933 et jusqu'à ce que déferle la guerre. Mais il y a 7 ans, ou 6-7 ans, où un peuple se laisse prendre par quoi? Par une idéologie qui disait ce qui est juste, c'est ce qui est bon pour le peuple allemand. Hitler dit dans Mein Kampf, nous refusons le concept marxiste d'humanité, le concept libéral d'individu, et pour nous, il n'y a qu'une notion, Volk, le peuple, enraciné dans son identité et dans son sol, la terre et les morts, comme disait Maurras, dans sa tradition et dans son sol. Et Hitler dit, ce sont des mots très simples, mais ils ont des conséquences. Alors je ne sais plus quel est le mot, il ne dit pas effroyable, parce que, pas pour faire peur, c'était des conséquences incalculables, incommensurables. Et c'est ce qui s'est passé. Le livre dont je vous parle théorise ça, c'est-à-dire dit au fond, et il revient, d'ailleurs c'est très intéressant, il revient sur le sort de diabolisation qui a été fait de la Serbie, ce livre de ce penseur israélien. Je rappelle, je vais revenir sur la Serbie qui a été, enfin je rappelle plutôt que la Serbie a été, c'est double épreuve, ça a été le premier laboratoire post-soviétique d'une idéologie grand serbe portée par des héritiers du système communiste, hein, du système communiste version stalinisée, et qui, à partir d'une mythologie tout à fait
tout à fait fantasmé autour du Kosovo et du Champ des Mers et de ce lieu qui serait fondateur, est rentré dans une échappée nationaliste pour survivre à l'effondrement de leur système. Et qui, évidemment, du coup, produit le crime jusqu'au crime contre l'humanité, au génocide, jusqu'au crime de génocide, jusqu'à Srebrenica. Tout cela est connu. Mais ce sont des braises encore chaudes. Hein. Au Kosovo, on le voit dans l'attitude de la Serbie, on le voit dans tout ce qui veut revenir. Et donc, ce qui, actuellement, nous entoure et qui appelle un sursaut, quand même, c'est que cette idéologie-là de dire, au fond, ce qui est bon, c'est ce qui est bon pour mon État, pour ma nation, pour mon peuple, et il n'y a pas de droit qui peut s'imposer à mon État, à mon nation, à mon peuple, c'est ce qui vous explique ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Le premier fournisseur de drones à l'offensive poutinienne, c'est le régime des mollahs iraniens. Quel rapport? Quel rapport idéologique? Quel rapport historique? Quel rapport... Non. C'est des rapports d'alliance où on se retrouve comme ça. Comme on peut se retrouver, du coup, l'Arabie saoudite que Israël attendait dans les accords d'Abraham, eh bien, se pactise avec le régime iranien dans le moment où le régime iranien se comporte comme il se comporte vis-à-vis de son propre peuple. Donc nous sommes dans ce moment-là. Le retour de logique peu ou prou impériale de nations qui considèrent que rien ne doit s'opposer à leur bon vouloir. Et le marqueur, à chaque fois, c'est le sort fait aux minorités. Les Kurdes pour la Turquie, les Ouïghours pour la Chine, le nationalisme hindou qui persécute aussi les musulmans en Inde sur fond de l'histoire de ce qui s'est joué au moment de l'indépendance et de la rupture au sein du mouvement national indien. Je rappelle que Gandhi est assassiné par un extrémiste nationaliste hindouiste, parce qu'il voulait maintenir le dialogue avec ses partenaires musulmans du mouvement nationaliste qui vont créer le Pakistan à ce moment-là. Et donc, nous sommes dans ce moment-là. Nous sommes dans ce moment où, sous des atours divers, des origines tout à fait différentes, des intérêts tout à fait différents, au fond, revient ce qui est le fond commun de ce que nous appelons l'extrême droite et qui peut produire des régimes fascistes, d'un néo-fascisme, eh bien, cette idée de l'inégalité des droits, de l'absence de droit humain universel, de l'absence de droit international, l'idée qu'il y a des identités supérieures à d'autres, des nations supérieures à d'autres, des cultures, des origines, des croyances, des apparences, des sexes, des genres, et ainsi de suite. Dans le cas du néofascisme poutinien, et c'est ce qu'il faut rappeler à toutes celles et tous ceux qui se rassurent à bon compte en disant « Ah mais regardez, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. » Je vais y venir. Actuellement, le régime de Poutine est le pire ennemi de son propre peuple. Il n'est pas seulement l'ennemi du peuple ukrainien et d'une certaine manière du droit des peuples européens à faire leur propre chemin. Il est l'ennemi du peuple russe. Et l'offensive, de ce point de vue, doit être analysée en détail parce qu'elle est très, très inquiétante, y compris par ceux qui ont dit, même le président lui-même, il faut ménager la Russie. Ceux qui ont loupé, il faut le dire quand même, ceux qui ont loupé leur moment churchillien. Le président français était le président de l'Union européenne pendant les 6 premiers mois de l'année dernière. Donc il représentait l'Europe. Par calcul, par aveuglement, par ignorance, y compris au point de se faire moquer, il y a un terme qui a été créé en ukrainien et en russe, macronisé, pour dire parler, pour ne pas agir, mais pour ne pas... C'est les coups de fil à Poutine, ouais, je suis dans ma salle de sport, je te rappelle, etc. Voilà, tout ça a été bien raconté. Et il a loupé son moment de churchillien, il représentait l'Europe. Il y a un pays européen, ce n'est pas l'Union européenne qui définit l'Europe, c'est un pays européen qui est souverain, qui n'a jamais conquis un bout de territoire russe, qui n'a jamais agressé la Russie, qui est envahi par une puissance à côté,
qui veut renverser son gouvernement, qui veut prendre le pouvoir, etc. Le président de l'Europe se devait d'aller à Kiev et de dire « je suis avec vous ». Il ne l'a pas fait. Il a attendu, comme vous le savez, la proximité des élections législatives pour y aller dans le cadre d'un calcul électoral national et sans aucune envergure par rapport à ce moment-là. Ce moment poutinien, il n'est pas le seul. Les dirigeants allemands aussi, sur fond de corruption profonde dans la stratégie le capitalisme sauvage de l'oligarchie et du partage des dépouilles de l'Union soviétique joue, et qui font que, dans une tradition qui est très ancienne, qui était celle de l'Empire tsariste, ils ont corrompu les élites européennes. Jusqu'à Gerhard Schröder, tout à fait, figure du Parti socialiste allemand, et qui était un pilier des entreprises oligarchiques et jusqu'au bout du pouvoir poutinien. Alors, quand je dis que c'est l'ennemi de son peuple, c'est l'ennemi qui, quand même, en un an, a éradiqué tout le travail qui a été fait sur le passé stalinien de l'Union soviétique. 2 mois avant l'invasion, c'est la fin de Mémorial. Mémorial qui avait été créé pour faire ce travail et défendre les droits humains. Donc on ne travaille plus sur le passé, au point de faire tout un négationnisme. La guerre commence uniquement avec la Grande Guerre patriotique, et il n'y a plus le pacte germano-soviétique de 1939. Donc on efface Katyn, comme on a essayé d'effacer Babilla, comme s'il n'y avait pas d'antisémitisme, il n'y avait pas une histoire propre au génocide et à la Shoah, et Katyn, le mensonge a eu lieu très longtemps, et on efface le passé. On interdit le présent. On ne peut pas parler de guerre, c'est une opération spéciale. On interdit le syndicat des journalistes indépendants. Plus de presse, plus les journalistes sont soit en prison, soit en exil, soit morts. On continue tout cela, y compris, ça n'a trop peu été souligné, tout récemment, on interdit le comité Helsinki. Le comité Helsinki, c'est une concession de Brejnev en temps de guerre froide. C'est là où on en revient sur... Il y a ce qu'on proclame, et après on ne le fait pas, mais c'est important ce qu'on proclame. Parce que les peuples peuvent dire, mais vous l'avez proclamé, donc il faut le respecter. Vous ne le respectez pas, mais vous l'avez proclamé, vous l'avez signé. C'est quoi les accords d'Helsinki au début des années 70 ? Eh bien, l'Union soviétique, les États-Unis d'Amérique, la France, tout le monde, acceptent des principes fondamentaux de droits humains. Et se crée à Moscou, à la fin des années 70, un comité Helsinki pour défendre les droits humains, le droit de circulation, le droit d'échange, le droit de communication. Ce n'est pas respecté, mais se crée ce comité. Eh bien, ce comité Helsinki, Poutine l'a supprimé, à nouveau comme organisation de l'étranger. C'est-à-dire que la façon de revisiter ce qui s'est passé dans la société russe remonte jusqu'à ces conquêtes-là. Alors, je dis, c'est un ennemi de son propre peuple, dans une répression terrible, mais la clé de cette répression et qui doit nous alarmer et devrait éclairer nos dirigeants. Poutine est un enfant monstrueux du tsarisme grand russe, du totalitarisme stalinien, du capitalisme sauvage, mais pas seulement. Il faut ajouter à capitalisme un autre mot et qui rend la situation très inquiétante et qui fait qu'il y a de quoi s'alarmer sur notre absence de compréhension de la rationalité. Tous ceux qui ont dit « c'est pas dans l'intérêt de Poutine ». C'est pas dans l'intérêt de Poutine. Il ne va pas envahir l'Ukraine. Ce n'est pas dans son intérêt. C'est un pouvoir mafieux. C'est un pouvoir mafieux. Et c'est une de ces caractéristiques qui renvoie à ce qu'écrivait un magistrat formidable du pôle anti-mafia en Sicile, Roberto Scarpinato, dans un livre qui s'appelle « Le Retour du Prince », dont j'ai préfacé une réédition en français, qui est quelqu'un qui est venu à nos événements à Mediapart, et qui racontait comment, sur fond de fin de la guerre froide et de cet équilibre qui obligeait à tenir un peu les choses, quel que soit le sort des peuples,
Tout d'un coup, quelque chose s'est lâché avec le tout marché, on a le droit de s'enrichir et tout ce qui s'est développé, et que la révolution numérique par les flux financiers a totalement démultiplié, les paradis fiscaux, tout ce que vous connaissez, l'explosion des inégalités, les superfortunes, les richesses détournées des nations, enfin tout ce que nous vivons et que nous subissons. Mais ce que soulignait Scarpinato, c'est combien les mafias, qui sont internationales dans leur curiosité, ont tout de suite accompagné ça. Tout de suite. L'histoire de Poutine est une histoire qui se construit à Saint-Pétersbourg, Leningrad puis Saint-Pétersbourg, et qui se construit dans ce rapport avec un monde criminel que d'ailleurs Prigojine, le chef de Wagner, qui est une petite entreprise de business qui fait penser à ces condottières, est un titre valorisant, mais à ces mercenaires de guerre avec leurs armées avant que les États-nations existent, qui à la fois servaient tel ou tel intérêt, s'enrichissaient en même temps, se payaient sur la bête, et c'est ce que fait Prigojine. Prigojine est un bandit, hein, il vient du milieu criminel totalement, il s'est construit comme ça. Et dans une alliance avec Poutine, qui lui-même s'était allié avec des milieux criminels à Leningrad, devenu Saint-Pétersbourg. Alors, c'est un pouvoir, et ce que nous disait Scarpinato, je vous raconte juste une anecdote, il disait sur les écoutes des mafieux italiens, ils ont des moyens d'investigation que n'ont pas, hélas, que n'a pas la justice française au niveau de la haute criminalité, de la grande criminalité, y compris en col blanc, puisque Scarpinato, c'est lui qui a montré que le monde mafieux montait jusqu'aux élites politiques, hein, qu'il avait des liens, mais il l'a monté parce qu'ils avaient les armes pour pouvoir le faire et pour pouvoir les surveiller, armes que n'ont pas en France nos polices et nos justices, hélas. Et donc, au moment de la chute de l'Union soviétique, il capte une conversation, c'est un mafieux italien qui appelle la famille qui est à Prague. Et le mafieux italien lui dit « achète tout, achète tout ». C'est-à-dire, ils jouent en bourse, ils savent faire, donc achète tout, c'est en train de s'effondrer, ben, prends tout, ça voilà. Et puis après on va blanchir, et puis après on va jouer comme ça. Une des clés de la rationnelle de son point de vue, de ce que fait Poutine. Il a 70 ans, mon âge. Il est le chef d'un clan mafieux de kleptocrates, qui a pris la richesse dans le démembrement de l'Union soviétique. Et leur problème, c'est comment ils transmettent. C'est comment ça reste. Comment ça dure au-delà d'eux. Et donc, et c'est très bien expliqué dans un article de François Bonnet, le cofondateur de Mediapart, qui a été chef du service international du Monde et qui était correspondant à Moscou au moment de la Deuxième Guerre en Tchétchénie. Article que je vous recommande, il est dans la revue Le Crieur, mais il est aussi sur Mediapart, où il fait toute la liste des crimes commis, hein, des meurtres commis par le régime de Poutine, où il raconte un peu tous les réseaux. Et en fait, c'est une logique de se dire... Ben pour survivre, je n'ai que la guerre, et la guerre va mitridatiser, va geler ma société, et va me permettre de régler tout ça, comme je l'ai réglé un petit peu en faisant un petit rock, ou un grand rock entre Medvedev et moi, celui qui joue la comédie du libéral, qui est aujourd'hui l'ultra, qui a un temps été président, moi je suis redevenu Premier ministre, et puis etc. Mais maintenant, le problème, c'est pas seulement des jeux de poste, c'est comment nous, biologiquement, c'est le vieux monde dont je vous parlais. Hein, le vieux monde, il n'a qu'un terme qui est la longueur de vie de ses acteurs, mais il veut survivre. Et il veut transmettre et il veut survivre. Voilà. Et donc c'est une des clés terribles de cette histoire. J'en termine sur ce deuxième point, je suis un peu long, excusez-moi, mais dans ce côté mafieux, vous avez vu la dizaine de crimes depuis un an, d'oligarques, de moyens oligarques, de très riches oligarques, certains un peu en exil, d'autres pas en exil, qui ont émis des doutes, ou qui ont, etc., et qu'on a retrouvés suicidés, qu'on a retrouvés, pour certains, dans 2 cas où ils étaient très riches, dans des messages de meurtre mafieux typiques, c'est-à-dire que la personne ciblée est suicidée,
Elle est pendue quelque part, mais quelques dizaines de mètres à côté, il y a sa famille massacrée de la pire des façons. Donc il a massacré sa famille, il s'est suicidé. Non, le message c'est, voilà ce qui t'arrive si tu bouges, toute ta famille sera massacrée, violée, dépecée, tout ce que tu veux, de la pire des façons, et toi, voilà. Donc c'est vraiment ce que nous avons en face de nous, et que aussi Prigojine montre, et que montre aussi toute une histoire qui remonte, qu'il faut dire, parce que c'est l'histoire de l'horreur et du grand chagrin politique pour une partie de la gauche, de ce qu'a représenté, du stalinisme comme une immense imposture quand même. Par exemple, je le cite dans mon livre en rappelant des textes, parce que c'était connu, de Victor Serge, très belle figure indépendante, qui avait accompagné les débuts de la Révolution russe. Laquelle Révolution russe, c'est une affaire de 4-5 ans, hein, c'est 17, 21, 22. Puis après, c'est une autre histoire, même s'il y a un léger souffle qui continue, mais c'est une autre histoire. Et par exemple, il y a Victor Serge fait un texte sur le nouvel impérialisme russe. En 45, 46, 46, je crois, 47, je ne sais plus. Voilà, il est à Mexico, je le cite, le nouvel impérialisme russe. Et il raconte ce qu'on revoit là, puisqu'on l'a documenté. Et par exemple, c'était connu historiquement, mais on l'a mis dans la conquête de Berlin, les troupes russes ont eu le droit de violer, par des consignes de leur encadrement. Dans une culture de grande violence qui va de pair avec le fait qu'il y a une grande violence sur les conscrits, une grande violence interne dans la formation militaire, etc. Et là, comme vous l'avez vu, on a revu des pratiques de viol dans la pratique des militaires. Pas de soudards perdus, égarés, ayant bu, hein, dans une sorte de pratique de violence sur la société qui va de pair avec la propagande. La propagande est terrible. Elle dit qu'il faut désukrainiser l'Ukraine. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut dénazifier, c'est-à-dire désukrainiser. Et aujourd'hui, on a un peuple russe, surtout celui des campagnes, qui n'a que les médias étatiques et qui entend une propagande qui lui dit « c'est des nazis ». C'est des nazis, c'est des gens, en effet, dont la sexualité est terrifiante, ils sont en train de... C'est la décadence, c'est la perversité, c'est la perversion. Il faut sauver notre monde de ce monde-là. C'est pour ça que je vous dis, allez voir même en anglais, en français ou en espagnol, ou en russe, si vous parlez russe, les vidéos d'un Douguine pour entendre la musique de ce qui se répand dans ce contexte. Ça m'amène à mon troisième point, avant mon quatrième point de conclusion. J'ai dit un nouveau piège. Le problème que nous avons, c'est que ce discours attire du monde, en dehors de nous. Le discours sur l'Occident collectif. Il suffit de regarder ce qui se passe en Afrique. Il suffit de parler, même avec des jeunes Africains, d'écouter. Ben, cette idée, vous nous avez fait tant de mal. Vous vous êtes tellement moqué de nous, y compris le dernier voyage avec un président qui se permet de faire la leçon comme un gamin à un président, fût-il corrompu, fût-il ceci, de la République du Congo. Mais vous nous avez fait tant de mal. Vous avez soutenu des régimes corrompus. Vous n'avez pas résolu nos problèmes. Vous vous êtes payé sur la bête. Vous avez fait, etc., etc. Ben, du coup, nous, on va se tourner vers quelqu'un d'autre. C'est une illusion totale. Mais c'est ce que joue Poutine. Il y a quelque chose qu'il faut prendre au sérieux dans cette propagande, c'est la fédération des ressentiments. Dans sa logique impériale de reconquérir un empire, l'Allemagne avait perdu son empire colonial en 2018, le nazisme fonctionnait pareil. Je vais fédérer les ressentiments. Quand certains, ici, dans les polémiques pour diaboliser nos compatriotes musulmans, rappellent le moufti de Jérusalem qui va à Berlin et qui va voir Hitler, etc. Ce qui est vrai. C'est-à-dire, on va fédérer. Moi, je suis breton, la honte que mon père m'a raconté depuis que je suis tout petit, c'est le Parti national breton qui défile en uniforme nazi à Rennes avec des slogans bretons. Et ses dirigeants sont restés en exil, les petites nations, hein, comme les nationalistes croates. C'est-à-dire que la fédération des ressentiments. J'ai été opprimé, eh ben,
je vais aller dans l'alliance au nom de mon identité fermée, mon identité close, mon identité repliée. Et c'est ce que tente de dire Poutine avec sa diplomatie active de polyglotte multiple, de dire au monde, de dire aux autres nations, de dire aux gens qui ont été victimes de ce qu'ont fait nos impérialismes, qui n'ont pas respecté le droit international, qui n'ont pas respecté le droit à l'autodétermination des peuples. C'est pour ça qu'en écho avec tout ce que vous avez fait, je pense que le travail que vous faites doit accompagner un discours qu'il faut tenir dans ce pays-ci absolument. Vous l'avez peut-être vu dans toutes mes interventions sur l'Ukraine. Je participe à beaucoup de réunions du réseau européen sur l'Ukraine. Mediapart, dans la diversité de ses journalistes, il y a beaucoup de journalistes, il y a encore quelqu'un qui va partir, a été sur le terrain en Ukraine, et on est tous arrivés aux mêmes conclusions, sur la réalité qui nous saute à la figure. Mais je dis toujours, si on a un but de guerre en Ukraine, ce n'est pas seulement de défaire une invasion, c'est d'avoir un imaginaire supérieur à celui qui veut nous envahir. C'est l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Le CNR, c'est qu'il faut, le Conseil national de la résistance, c'est qu'il faut qu'on ait des valeurs supérieures. Et donc, si on a des valeurs supérieures, c'est ce que je dis sur la défense des causes communes, de l'égalité, etc., de la pluralité démocratique, et dans la société ukrainienne, ce débat a lieu, y compris le mouvement social, les syndicalistes en témoignent qui font des convois, le débat, actuellement même, il y a un général qui a été démis, il y a eu des protestations, il émettait des critiques, ils disent mais on ne va pas ressembler à ceux d'en face. Nous, on veut une société qui puisse parler, qui puisse bouger, parce que, évidemment, que la guerre peut être l'alibi d'une brutalisation en interne de la société ukrainienne. Évidemment qu'il y a un nationalisme ukrainien qui peut devenir russophobe, interdire la culture russe, commencer à devenir intolérant. Bien sûr que tout ça est dialectique. Donc la question, c'est quel est notre but de guerre? Nous, ceux qui les aidons. Et le but de guerre, eh bien, c'est le respect des droits humains, c'est le respect du principe d'égalité, c'est le respect du droit international. D'où le fait que dans toutes mes interventions, je dis, si l'on soutient l'Ukraine, on doit soutenir les Palestiniens. On doit soutenir les Palestiniens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être aveugle au reste du monde. On ne peut pas avoir l'indignation hémiplégique. C'est-à-dire qu'il y a un campisme dont j'ai retracé l'histoire, mais il y a un campisme atlantiste. Bernard-Henri Lévy, qui ne dit pas que des bêtises sur l'Ukraine, rend évidemment un très mauvais service à la cause ukrainienne quand il dit que quand je vois l'Ukraine, je vois Israël. Alors, où est l'envahisseur? C'est une des déclarations qu'il a faites au moment de la sortie de son film. Je le lui ai écrit, je lui ai dit, là, voilà, on se connaît, je veux dire, voilà, on n'a pas la même histoire ni les mêmes parcours, mais je lui écris par message privé, parce que par ailleurs, il a sur l'histoire ukrainienne elle-même, je dis ça parce qu'au moment de la Yougoslavie aussi, et de la Bosnie, quels que soient les désaccords qu'on peut avoir sur les questions sociales, sur les questions économiques, sur la France elle-même, dans sa pratique internationale. Et si on met de côté le côté égocentrique et mis en avant, il ne disait pas que des bêtises à ce moment-là. Mais là, évidemment, il y a une indignation qui justement crée un autre campisme atlantiste, qui est évidemment pain béni pour ceux qui ne veulent pas se mobiliser ou qui se rassurent comme ça. Donc, ce que je veux dire sur ce dernier point, c'est que ce piège est essentiel. Il faut évidemment y faire face. Et c'est là où je dis, en même temps qu'il y a un moment churchillien qui a été manqué, il y a évidemment un moment qui est totalement manqué par la pusillanimité, pour ne pas dire pire, de nos gouvernants sur ces questions de respect du droit international, sur les déclarations lénifiantes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Israël, qui renvoient toujours dos à dos les violences, au lieu, voilà, aujourd'hui, il y a en Israël une extrême droite, elle aussi fasciste, dans une logique identitaire, dans une logique de grande violence, dans une logique d'éradication de l'autre. Le ministre de l'économie était en visite chez des organisations extrémistes juives. L'origine ne protège de rien.
ce fascisme à nouveau visage dont je vous parle, à toutes sortes de visages et toutes sortes d'origines possibles. Et il faut d'autant plus le tenir qu'aujourd'hui, c'est un piège pour les peuples africains aussi, qui vont évidemment avoir d'autres oppressions économiques et d'autres pillages économiques, et où surtout ça accompagne, sur fond de notre propre débâcle, des régimes militaires, des régimes qui, eux aussi, violentent leur propre population. Je pense à ce que se passe au Mali. Donc, nous serions demandeurs aujourd'hui, hélas nous ne l'avons pas plus qu'en politique intérieure, je ne parle pas de l'actualité, d'une parole forte, d'une parole qui est de la hauteur sur ces principes-là, sur ces questions internationales, d'une parole qui soit même, j'allais dire, à hauteur de ce qu'a pu être, quels que soient nos désaccords avec lui par ailleurs, en termes institutionnels, les prises de position internationales du général de Gaulle à certains moments, par rapport au désordre du monde, où il faut rapporter des principes sur le droit des peuples, sur les principes de droit international. Je pense à certains de ses discours des années 60. J'en termine en disant, au fond, que, et c'était le thème de l'article que j'ai fait juste après l'invasion, et que je défends aujourd'hui, qui est le nouveau défi, pour moi, c'est celui, en effet, d'un nouvel internationalisme. Je crois qu'on ne peut pas, et c'est tout le problème dont on va redébattre avec la proximité dans un an des élections européennes, on ne peut pas aujourd'hui affronter nos problèmes en les pensant uniquement dans le repli sur nous-mêmes. Et on le voit dans beaucoup de dérives politiques qu'on a vues en France, que je traite dans l'autre livre, L'appel à la vigilance. On voit comment le repli sur l'obsession du national a donné la main contre le social, contre les solidarités, contre l'entraide, a donné la main à des logiques identitaires, donc à des logiques de focalisation sur les autres, de bouc émissarisation, d'obsession de l'immigration. On va avoir un nouveau débat sur une nouvelle projet de loi sur l'immigration. Il y a eu en 40 ans à peu près un projet de loi tous les ans et demi en France sur l'immigration. Et évidemment, ce n'est pas ça notre problème principal. Et on construit ce problème. On le construit. Il y a des problèmes d'intégration, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes de vie en commun. Mais ce n'est pas l'autre notre problème. C'est comment nous construisons tout ça. Et donc, la question de l'internationalisme est décisive. Et de ce point de vue, le débat sur l'Europe est important. Autant peut être critique de la façon dont les institutions européennes ont mis une logique économique, logique de marché qui a emporté ces dernières années. En même temps, dans le moment actuel, et on le voit dans beaucoup de débats qui ont lieu au Parlement européen, mais aussi dans l'exécutif européen, il y a des mouvements qui sont importants et qu'il faut regarder. Parce qu'il y a un univers, au fond, où on est obligé de penser à plusieurs et pas seulement dans le repli franco-français, etc. Et il y a urgence à prendre ça au sérieux. Il y a eu un geste fait par la puissance américaine qui doit inquiéter les Européens que nous sommes. Quand Biden a été à Kiev, il a fait un sommet avec les autres pays, en Pologne. En fait, il a pris l'ancienne Europe de l'Est. Et ce qu'il a signifié en tant que puissance mondiale, ce qu'il a signifié, c'est la fin de quelque chose dont on s'est longtemps gargarisé, c'est que l'Europe, c'était le couple franco-allemand. Et il a fait comprendre, mais non, l'axe, il s'est déplacé. Là. Il s'est déplacé. Il est à côté. Là. Et moi, je joue avec cet axe-là, où il y a des sociétés qui bougent, elles sont diverses, elles sont, etc. C'est des conservateurs en Pologne, c'est ceci, etc. Mais il y a des sociétés, d'ailleurs, il y a des manifestations, des féministes et d'autres mouvements contre le pouvoir polonais. Donc je joue ces sociétés-là et j'acte quelque part le déclin de ce que vous avez prétendu être le pilier de la construction européenne. Et là, il y a une question où on aurait besoin de dirigeants politiques qui soient à la hauteur de ça. Voilà, je voudrais terminer en vous dédiant cette citation qui conclut la contre-épreuve et qui rejoint ce que je vous avais dit, agis en ton lieu, pense avec le monde, cette phrase d'Édouard Glissant. Édouard Glissant avait
comme vous le savez, avait fait ce texte prophétique en 2007, quand le poison de l'identité nationale a été mis dans notre débat français par Nicolas Sarkozy, avec un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Donc, pardon pour les socialistes maintenus ou anciens, dont le premier tenant était un transfuge du Parti socialiste. Vous vous en souvenez. Voilà. Voilà. Les périodes de transition sont aussi des périodes où les gens dévalent des escaliers, et pour dévaler des escaliers, il n'y a que la première marche qui coûte. Et Édouard Glissant avait fait avec Chamoiseau un très beau texte qui s'appelait « Quand les murs tombent hein, », contre ce ministère mur. Hein. Parce que c'est là où vous voyez bien que dans tout ce que je viens de vous dire est un poison qui nous entoure. Hein. Le repli sur l'identité nationale, la question identitaire qui est de l'identité close, l'identité fermée, et qui du coup évacue la curiosité du monde, évacue les questions sociales, hein, donne la main hein, à des logiques de bouc émissaire qui sont profondément mortifères, voire potentiellement meurtrières. Nous sommes le pays non seulement de la nouvelle droite intellectuelle, dont je parlais tout à l'heure, mais nous sommes aussi le pays qui a produit à l'extrême droite une idéologie meurtrière qui a déjà accompagné 2 massacres de masse dans le monde, c'est le grand remplacement, hein, qui est une idéologie profondément raciste, profondément meurtrière, hein, qui est une idéologie qui dit, au fond, il y a une partie du peuple qu'il faut chasser, hein, qu'il faut effacer, qu'il faut rendre invisible, et si elle n'accepte pas d'être invisible, eh bien, il faut qu'elle parte. Hein, c'est ça que disent. Et il est terrifiant de se dire que ces mots-là peuvent être prononcés, y compris sous nos chaînes publiques, nos radios publiques, comme samedi soir dernier. Et Édouard Glissant dit cela un jour. Le chantre du tout monde, le défenseur de l'identité-relation. Et pour moi, c'est ce qui doit nous guider, parce qu'au bout du compte, c'est ce qui arrivera bien un jour, quelles que soient les catastrophes. Le temps viendra où le désir de dominer, de dicter sa loi, de bâtir son empire, la fierté d'être le plus fort, l'orgueil de détenir la vérité seront considérés comme un des signes les plus sûrs de la barbarie à l'œuvre dans l'histoire des humanités. Bien, c'est de cela que nous devons essayer de nous défaire. Je vous remercie.